Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Jeudi 15 janvier l'an 2026, bienvenue chers auditeurs et auditrices au journal de la radio publique africaine parlé en langue française, dont voici les principales articulations. Reporters sans frontières s'insurge contre la condamnation de la journaliste Sandra Muhoza à 4 ans de prison. Une peine est prononcée ce mercredi par le tribunal de grande instance de Ngozi. Rogne chez les policiers pour n'avoir plus accès aux médecins spécialistes. Une mesure prise par l'inspecteur général de la police. Enfin, en page sportive, le Maroc et le Sénégal se disputeront la finale de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche prochain. Restez à l'écoute, le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, ouvrons cette édition par la page justice. 4 ans de prison ferme et une amende de 200 000 francs burundais est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Ngozi ce 14 janvier 2026 contre la journaliste Sandra Muhoza du média en ligne La Nova Burundi. Il a été incriminé de 2 chefs d'accusation, à savoir l'atteinte à l'intégrité du territoire national et l'aversion raciale. Ce jugement vient après que la cour d'appel de Mukaza s'était déclarée incompétente pour se prononcer sur le premier jugement en renvoyant le dossier devant le tribunal de grande instance de Ngozi. La journaliste Sandra Muhoza vient de passer 1 année et 9 mois incarcérée. Elle a été arrêtée le 13 avril 2024 en Ngozi suite à un message qu'elle avait partagé sur un groupe WhatsApp. Chemin faisant, le verdict rendu hier contre la journaliste Sandra Muhoza est inqualifiable et laisse plutôt penser qu'il pourrait y avoir des personnes qui donnent des instructions à la justice pour la maintenir en détention. Propos tenus par le journaliste Innocent Muhozi. Ce dernier, qui dirige également l'Observatoire de la presse au Burundi, OPB en sigle, demande par ailleurs la libération de Sandra Muhoza, estimant que l'image du pays continue d'être ternie par l'emprisonnement de cette journaliste. Suivez Innocent Muhozi. Il y a un acharnement incompréhensible envers notre collègue Sandra Muhoza parce que les raisons évoquées pour sa condamnation à 4 ans de prison, atteinte à la sécurité nationale, et puis le message dit de haine qu'il y avait sur son message WhatsApp, c'est proprement une honte. Si une personne ordinaire comme celle-là peut être accusée d'atteinte à la sécurité nationale, c'est que dans ce pays, il n'y a vraiment pas de sécurité du tout. C'est une personne très ordinaire qui n'est dans aucun parti politique, qui n'est dans aucune organisation, qui fait un message presque sous forme de blague dans un groupe de familiers, et que ça prenne ces dimensions-là, c'est proprement effrayant. C'est comme si quelqu'un s'acharnait contre elle, quelqu'un de puissant, s'acharnait à lui faire du mal. Nous demandons au président de la République de finir par prendre en main ce dossier et de la laisser rentrer chez elle dans sa famille. C'est une honte pour le pays de voir ce genre de condamnation contre une personne aussi ordinaire que notre collègue Sandra Muhoza. C'était Innocent Muhozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise. Toujours à ce sujet, Reporters sans frontières, RCF, dénonce la condamnation à 4 ans de prison de la journaliste burundaise Sandra Muhoza, seule femme journaliste détenue en Afrique subsaharienne, qualifiant la peine d'arbitraire. L'organisation estime que sa détention prolongée illustre une persécution visant à criminaliser la journaliste et appelle à sa libération immédiate. C'est un reportage signé Rémi Ndelagakura. Sandra Muhoza avait déjà été condamnée à 21 mois de prison pour les mêmes faits, mais la Cour pénale qui était déclarée incompétente annula la première procédure. Elle a ensuite été jugée en Ngozi, qui de nouveaux chefs d'accusation, atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale, ce qui a presque doublé sa peine. C'est le Reporters sans frontières. Selon son avocat, Rémi Sabimana, la décision est injustifiée car les faits ne coïncident pas avec ce qui est prévu par le code pénal burundais. Il n'y a pas d'infraction ni d'incident sérieux de culpabilité, ce qui devrait conduire à l'acquittement. Interjeté appel à la seule solution, a déclaré Rémi Sabimana. RCF souligne que la journaliste a été arrêtée pour avoir simplement partagé sur le groupe WhatsApp professionnel et que sa détention prolongée illustrait une persécution visant à criminaliser le journalisme. L'organisation dénonce les stratégies utilisées pour maintenir sa détention
arrestations arbitraires, accusations infondées, incompétence territoriale et refus répété de la liberté provisoire malgré son état de santé fragile. RSF appelle à la libération immédiate de Sandra Muhoza et rappelle que le Burundi est classé 125e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse 2025. Merci à Rémi Ndelagakura. Une courte pause, puis nous poursuivons avec cette édition. RPA. Page gouvernance à présent dans notre série de reportages parlant des magouilles opérées par l'ANAGESA. Aujourd'hui, nous vous parlons des montants alloués à l'achat et au transport des médicaments phytosanitaires et leur transport. Le reportage est signé Josiane Mouzaned. Avant de poursuivre notre saga, revenons d'abord sur les dépenses liées aux denrées alimentaires envoyées en Zambie. Selon le rapport de l'ANAGESA daté du 30 décembre 2025, cette bonne action a coûté aux environs de 2 milliards 500 millions de francs. Pourtant, selon la présidente de la commission chargée des questions agricoles au sein du Parlement burundais, les données leur données par cette même agence stipulaient que le coût total de cette opération n'était que de quelques centaines de millions. C'était au mois de mars 2025. Envoyer les vivres en Zambie a coûté 871 728 000. Où est alors passé le reliquat de plus d'1 milliard de nos francs? Soit, revenons à nos moutons pour vous parler des hangars et médicaments. Selon l'ANAGESA, au 19 mars 2025, les frais alloués à la location des hangars étaient de près de 565 millions, des chiffres qui n'ont rien à voir avec les déclarations après enquête de la commission permanente ci-citée. Vous savez, les débuts sont toujours difficiles. C'est pour cela que beaucoup de hangars ont été loués et les fonds alloués à cette location sont de 205 700 000. Alors, comment ce montant a pu doubler en moins de 3 semaines? Une autre rubrique très douteuse qui a retenu notre attention est celle de l'achat des médicaments phytosanitaires. Ces médicaments ont coûté 2 milliards 883 445 000 francs burundais. Sur ce point, les chiffres de la saison 2024 correspondent avec ce contenu dans le récent rapport de l'ANAGESA. Mais là où se trouve le hic, c'est dans l'achat des médicaments phytosanitaires dits DECI destinés au traitement des hangars devant accueillir la récolte de la saison A 2025. L'ANAGESA, dans son rapport de décembre 2025, dit avoir déboursé 2 400 000 francs burundais, mais ce qui est ahurissant, c'est que le même rapport stipule que pour déplacer ces médicaments ayant coûté 2 millions, ils ont engagé une somme de plus de 48 millions, soit 24 fois le prix des 10 médicaments. L'on ne saurait conclure cette analyse sans parler d'autres anomalies observées dans ce dernier rapport de l'ANAGESA. En effet, cette agence s'est arrangée pour formuler différemment les rubriques pour justifier l'utilisation des moyens lui octroyés par le gouvernement. À titre illustratif, nous citerons la rubrique intitulée « Total des engorgements » qui a été évaluée à près de 5 milliards, alors que quelques colonnes plus bas, on retrouve d'autres dépenses mises sur le compte du désengorgement et intitulées d'une part « Avance pour transport du maïs » entre parenthèses désengorgement et d'autre part « Achat du carburant pour faciliter le transport du matériel et désengorgement des hangars », des rubriques évaluées en centaines de millions. Rappelons que l'ANAGESA mentionne dans son dernier rapport avoir réalisé un bénéfice de 20 milliards de francs burundais dans la campagne de 2024, ce qui est difficile à croire vu que lors des questions orales de mars 2025, l'ANAGESA disait avoir du mal à solder ses dettes auprès de ses créanciers. L'ANAGESA nous a dit qu'elle devait à certains propriétaires de hangars et d'autres fournisseurs un montant de 9 milliards 851 183 657 francs burundais. Merci à Josiane Mouzaneza.
Pour sortir le Burundi de la crise actuelle, il est indispensable que les objectifs inscrits par le gouvernement dans ses plans de lutte contre la corruption et de relance économique soient véritablement mis en œuvre. Faustin Ndikoumana, président de l'organisation Parsem, appelle les autorités burundaises à prêter une attention particulière aux tensions qui secouent la région afin d'éviter tout dérapage. Suivez. Premièrement, pour que la relance de l'économie soit possible, il faut que les orientations définies dans le document de politique économique soient effectivement mises en œuvre, car nous reconnaissons tous que ce qui y est prévu est pertinent. Pour ma part, je suis convaincu que ces mesures peuvent réellement servir le pays. Deuxièmement, la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Si elle est appliquée comme prévu, elle peut transformer la situation de manière positive. Troisièmement, gérer avec sagesse ce contexte sous-régional pour éviter le pire, éviter la guerre, prioriser le dialogue pour que le contexte sous-régional ne fragilise pas davantage le pays. Quatrièmement, il faut casser ces cordes de l'informel, que ces plans nationaux soient effectivement mis en œuvre. À mon sens, ces 4 points vont nous aider à avancer significativement. C'était Faustin Ndikoumana, président de la Parsem. De son côté, Patrick Nkurunziza, président du parti Sahwanya Frodebu, estime qu'il est urgent d'engager un dialogue inclusif entre acteurs politiques et de trouver des solutions favorisant le retour des réfugiés burundais dans des conditions de sécurité et de dignité. Il rappelle qu'aucun pays ne peut prétendre à une paix véritable tant qu'il compte encore ses propres citoyens en exil. Suivez Patrick Nkurunziza. Pour que le pays puisse avancer sur la bonne voie, vous avez mentionné au début que le chef de l'État a promis un dialogue avec les acteurs politiques, ce qui est positif. C'est la seule voie qui peut garantir des élections crédibles. Sinon, ces élections sont impossibles. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnes emprisonnées injustement. Le nouveau ministre avait montré une bonne intention. Nous espérions qu'il va poursuivre. Presque 98% sont détenus à tort et d'autres sont détenus pour des motifs non solides. Il faut qu'ils soient tous libérés. J'enchaîne avec le cas des réfugiés. Avec autant de réfugiés qui restent à l'extérieur, je ne vois pas comment le pays pourra connaître la paix véritable, où que ce soit. Car les réfugiés, où qu'ils soient, aspirent à rentrer chez eux, dans une pacifique ou violente voie. Un réfugié doit rentrer. Nous avons tous été réfugiés et par après rentrer. Nous savons comment ça fait mal. Les autres devront rentrer aussi. Le gouvernement accuse ceux réfugiés au Rwanda, en Belgique, d'organiser leur retour. Eux aussi, ils ont pris les armes et ont lutté pour leur retour. Les autres doivent faire de même. Le gouvernement doit donc prendre ses responsabilités pour permettre ces réfugiés de rentrer. C'était Patrick Nkurunziza, président du parti Sahwanya Frodebu. Les deux intervenants s'exprimaient au cours de l'émission Ijambo Nigwawe. Page santé de cette édition. Depuis quelque temps, les policiers n'ont plus accès à certaines structures sanitaires pour des soins nécessitant un spécialiste. Certains d'entre eux indiquent que l'inspecteur général de la police a pris la décision de leur retirer ce droit sans fournir d'explications ni de notes officielles. Ils demandent que leur droit à l'accès aux soins soit rétabli. Les détails avec Digne Caron. Les policiers bénéficiaient jusque-là d'une prise en charge médicale par la police nationale. Lorsqu'un policier tombait gravement malade ou était victime d'un accident, il avait droit à une autorisation de se faire soigner dans des hôpitaux disposant de médecins spécialistes comme à Tanganyika Keya, au CMCK, ainsi qu'à l'hôpital militaire. Cependant, notre source indique que depuis près d'une année, les policiers ne sont plus admis dans ces établissements comme c'était le cas auparavant. Le directeur général de la police aurait donné une consigne verbale interdisant l'octroi de bons de soins permettant aux policiers de se faire soigner dans ces hôpitaux. À l'hôpital, on vous reçoit d'abord au service des urgences et on vous examine. Ensuite, si on vous dit que vous devez être hospitalisé, on vous indique qu'il faut d'abord verser une caution. Lorsque vous répondez que vous êtes pris en charge par la police nationale, on vous dit que sans un bon de soins, ce n'est pas possible et qu'il faut aller en chercher un pour pouvoir être admis
à l'hôpital. Mais lorsque votre proche va voir la personne chargée de signer les bons de soins, celui-ci lui répond que l'inspecteur lui a interdit de les signer et qu'il a juré qu'il n'en signerait aucun. Je suis sûr qu'on ne donne plus le bon de soins pour le Tanganyika, Kea ou le CMCK pour un policier. Sur ce point, je suis sûr. Alors que les hôpitaux de la police ne disposeraient pas d'un médecin spécialiste en nombre suffisant, les policiers demandent que le droit à une prise en charge médicale dans ces hôpitaux spécialisés soit rétabli, comme c'était le cas avant la nomination du docteur Joseph Ninheretse à la tête de la direction de l'inspection générale de la police, précise notre source. Lorsque nous demandons d'où vient cette décision, tout le monde répond qu'il n'y a aucun texte officiel, que c'est une décision personnelle qu'il a prise. Même des agents de l'inspection et du ministère disent eux aussi qu'ils ne savent pas d'où vient cette mesure. Ce qu'ils savent seulement, c'est que jusqu'aujourd'hui, la police continue à prendre en charge ses membres, qu'ils soient en service ou à la retraite, comme cela se fait également dans l'armée. Dans l'armée, l'hôpital militaire, il est bien équipé et même lorsqu'un militaire ne peut pas s'y rendre, il est orienté vers des hôpitaux privés comme Tanganyika, Kea ou le CMCK, où il est immédiatement pris en charge dès qu'on sait qu'il appartient au FDN. Nous nous demandons donc pourquoi on nous retire des droits dont nous bénéficions auparavant par une décision unilatérale. C'est pourquoi nous demandons que nos droits antérieurs nous soient rétablis. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le docteur Joseph Ninheretse, inspecteur général de la police, afin de recueillir sa réaction, mais sans succès. Merci Adigne Karondo. Page Société, les producteurs du café n'ont pas encore reçu le produit chimique approprié pour traiter leur plantation afin de favoriser la croissance, car celui-ci a été distribué en 2 lots, le second état prévu pour ce lundi. Ces informations ont été communiquées par Oscar Uwikunda, directeur général de l'ODECA, qui a également rassuré les producteurs que le fumier qu'ils attendaient depuis 3 ans sera bientôt disponible. Cependant, ce responsable invite également les producteurs du café à se concentrer sur l'utilisation du fumier burundais, car c'est lui qui permet d'obtenir une récolte de meilleure qualité. Suivez. Je voudrais vous informer que des opérations de pulvérisation ont été organisées dans le cadre de la lutte contre les maladies. Comme cela a été indiqué, la campagne de pulvérisation a bien eu lieu et le produit a été distribué, mais en quantité insuffisante. Une deuxième livraison du produit est attendue ce vendredi, car c'est l'entreprise adjudicataire du marché qui en assurera l'acheminement. Ainsi, de la semaine prochaine, les producteurs qui n'ont pas pu traiter leur caféier recevront le produit nécessaire. Nous procéderons ensuite à la distribution de ce produit dans toutes les provinces. En ce qui concerne les engrais, comme cela a déjà été mentionné, cela fait 3 ans que nous n'en avons pas distribué. La première raison est qu'un lot d'engrais était arrivé alors qu'il était presque périmé. Il avait pris du retard en cours de transport et à son arrivée, il se trouvait encore sous garantie, mais proche de la date d'expiration, ce qui n'a pas permis son utilisation. Nous tenons toutefois à rassurer les agriculteurs que nous avons passé une nouvelle commande car les engrais que nous utilisons au Burundi sont importés. Par ailleurs, nous sommes en discussion avec certaines entreprises locales spécialisées dans les engrais, notamment celles qui opèrent à Bugendana, afin d'examiner la possibilité de produire rapidement ces intrants sur place au Burundi. Enfin, nous souhaitons rappeler aux agriculteurs que le caféier, comme toute les cultures, a besoin en priorité de fumure organique, car c'est elle qui nourrit véritablement les sols et les cultures, y compris le café. Les engrais chimiques ne sont utilisés qu'en complément, en raison de l'insuffisance des compostiers disponibles. Si nous disposons d'une quantité suffisante de compostiers, nous n'aurions pas besoin de recourir aux engrais chimiques importés, car tout ce dont les cultures ont besoin se trouve déjà dans la fumure organique locale. C'était Oscar Uwikunda, directeur général de l'ODECA. Concernant la question du prélèvement de 3% sur les revenus issus de la vente du café, Oscar Uwikunda, responsable de l'ODECA, indique que cette information est erronée et a fourni des exemples concrets en citant les derniers paiements effectués. Page sportive pour clore cette édition, le Maroc et le Sénégal sont les 2 pays qualifiés pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.
Dimanche le 18 janvier, l'un de ces pays soulèvera le trophée. Désiré Hatungimana revient sur le parcours de ces pays. Ce mercredi, le Maroc a croisé le fer avec le Nigeria dans une demi-finale que les amateurs du football attendaient avec grand intérêt. Devant son public, le Maroc a poussé dès les premières minutes du match pour marquer le plus rapidement possible, mais en face se trouvait le Nigeria bien positionné en défense. Pendant les 90 minutes du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité et les fans des Lions de l'Atlas ont commencé à douter, mais ils n'ont jamais lâché leur équipe. Pendant la prolongation, la domination est restée marocaine, mais une domination stérile. Les Marocains ont dû attendre la séance de tirs au but pour valider sa qualification pour la finale tant attendue par 4-2. En finale, le 18 de ce mois, à 21h, le Maroc jouera contre le Sénégal, qui a sorti des demi-finales l'Égypte de Mohamed Salah par un but qui a été marqué par Sadio Mané en deuxième période du match. Pour la médaille de bronze, le Nigeria jouera contre l'Égypte le 17 janvier à 18h. Pour arriver en finale, le Maroc a battu les Comores au premier match par 2-0. Le deuxième match, le Maroc a fait match nul contre le Mali sur un score d'un but partout. Et au troisième match des groupes, il a battu la Zambie par 3-0. En huitième de finale, le Maroc a battu la Tanzanie sur la plus petite des marques. Et en quart de finale, il s'est imposé par 2-0 contre le Cameroun. Le Sénégal, quant à lui, s'est imposé face au Botswana par 3-0 au premier match des groupes. Il a fait match nul contre la République démocratique du Congo d'un but partout. Et au troisième match, il a battu le Bénin sur un score de 3-0. En huitième de finale, le Sénégal a battu le Soudan par 3-1 et a éliminé le Mali sur 1-0. Le Sénégal et le Maroc entrent en finale de cette CAN, la 35e édition, sans avoir perdu aucun match, ce qui montre qu'ils ne sont pas en finale par hasard. Voilà, messieurs auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage signé Désiré Hatungimana que nous mettons fin à cette édition de la RPA parler en langue française ce jeudi 15 janvier l'an 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nina Hazoué. Passez de bons moments chez vous.